Le pont de Zawara, officiellement ouvert à la circulation depuis ce matin, c'est une promesse du Premier ministre Béon Luc Adolphe Tiao aux populations de la commune. Coût de l'infrastructure, plus de 500 millions de francs CFA. Une déclaration de Ouagadougou sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les pays de l'UEMOA. C'est ce que l'on attend en tout cas de la rencontre des ministres en charge de ces départements sur l'avenir de ce secteur dans l'espace. Et nous recevons sur notre plateau un invité pour en parler. L'artiste chorégraphe burkinabé magnifie la lutte traditionnelle africaine dans sa dernière création. Il s'agit de Sali Hassanou, clameur dans les arènes, est à l'affiche donc dans les salles en France. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre et toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage de ce journal. Le Premier ministre, en 2012, promettait aux populations de Zawara, dans le Sanguier, un pont pour faciliter la mobilité dans la zone. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Plus qu'une promesse de développement durable, le pont de Zawara va permettre le désenclavement de la localité. Sa réalisation a coûté plus de 500 millions de francs CFA aux donateurs. On imagine aisément le bonheur des bénéficiaires ce matin. À l'inauguration de l'infrastructure, Lazare Pouya était témoin de l'événement. Voici comment il fallait se rendre à Zawara. Ce déficit d'accès à Zawara, dû au passage du fleuve Bolo, date de 1960, coupant cette commune rurale du reste du pays en cas de grosses pluies. Le Premier ministre Béon Luc Adolphe Tiao en a fait l'expérience lorsqu'il se rendait à Zawara ce 16 septembre 2012 pour rencontrer les forces vives de la dite localité. L'accès à Zawara faisait partie des préoccupations des populations et le Premier ministre a fait une promesse aux habitants de Zawara. J'ai dit à la population que je ne pouvais pas prendre séance tenante des engagements. Nous allons examiner, mais je peux considérer que la construction d'un ouvrage sur cette rivière est devenue prioritaire dans cette région du centre-ouest et le ministre des Infrastructures qui a bien voulu m'accompagner en a pris note et nous ferons le maximum pour que cet ouvrage soit réalisé. Et également aussi le désenclavement donc, de la zone. 2 ans après la promesse faite, le rêve est devenu une réalité. Et voici le pont de Zawara réalisé, le nouveau Zawara. D'un coût estimé à plus de 557 millions de francs CFA, assuré par le budget de l'État, les travaux ont été exécutés en 6 mois sur un délai de 8 mois par l'entreprise Globex Construction. La réalisation de ce pont de Zawara traduit l'engagement du chef de l'État Blaise Compaoré à briser l'isolement des différentes localités du pays. Il y a beaucoup de localités dans notre pays qui sont dans la situation de Zawara. Je voudrais donc, à l'instar de ce que nous avons fait ici à Zawara, rassurer que le gouvernement sous la conduite du président Faso mettra tout en œuvre pour soulager un peu les souffrances des populations. C'est vrai, vous l'avez dit, lorsque nous sommes arrivés ici en 2012, c'était très difficile. Nous avons donc estimé que c'était une attente très forte de la population, de toute la région, et bien sûr avec l'engagement de tout le gouvernement, avec les instructions données au ministre des Infrastructures, et surtout, il faut le dire, l'engagement surtout de l'entreprise, ce point est une réalité. Par la voix du coutumier de Zawara et du représentant des bénéficiaires, des bénédictions et des remerciements ont été dits pour les plus hautes autorités de notre pays. Le pont de Zawara est en dallo multicellulaire en béton armé avec des voies d'accès réalisées en gravuleux latéritique naturel sur une longueur de plus d'1,5 km. Nous sommes dans une zone fortement arrosée dans cette région et lorsqu'on prend en compte la pluviométrie qui est enregistrée ici et le débit d'écoulement des eaux, il était important pour nous donc de faire un dimensionnement très important pour éviter que quelques années après, on se retrouve déjà avec un ouvrage qui est submergé en saison de pluie. L'ouvrage ainsi réalisé et qui fait la fierté des populations contribue sans nul doute à désenclaver la zone pour le grand bonheur de la commune de Zawara. Cet ouvrage vient vraiment nous soulager. Ça va nous permettre vraiment de faire écouler nos productions. Béon Luc Adolphe Tiao a mis à profit l'inauguration de ce pont pour remettre un important lot de vivres aux maires pour les populations de Zawara et des moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes.
Et puis à Ouagadougou, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'UEMOA parlent à l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'espace. Les experts se sont penchés en début de semaine sur la relance du projet d'appui à l'enseignement supérieur et à la recherche au sein de l'Union. Il s'agit là pour les chefs de département ministériel de valider les résultats des travaux. C'est ici Sylvestre Ta qui nous en parle. Différents témoignages de chercheurs qui ont expérimenté les programmes d'appui à l'enseignement supérieur et les allocutions des personnalités qui co-président ces concertations régionales sur l'enseignement supérieur et la recherche dans les pays de l'UEMOA ont constitué l'essentiel de cette cérémonie d'ouverture. Ces chercheurs font partie d'un groupe d'experts réunis à Ouagadougou depuis le 14 octobre sous l'égide de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la BAD, la Banque africaine de développement, pour réfléchir sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans l'espace communautaire pour la décennie à venir. Après 2 jours de travaux, les résultats auxquels ils sont parvenus sont sur la table à cette rencontre qui réunit ministres, chercheurs et enseignants des 8 pays membres de l'UEMOA pour adoption. Naturellement, l'accompagnement du système est l'enjeu, en tout cas, de tout. Il faut se rappeler qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons libéré environ 1,2 milliard pour le système d'informatisation de tout ce qui est enseignement supérieur public. Donc aujourd'hui démarre la session ministérielle. Ce sont les ministres maintenant qui vont examiner le rapport à eux soumis par la commission des experts pour qu'il puisse y avoir une déclaration forte qui va s'appeler déclaration de Ouagadougou, donc sur l'espace communautaire UEMOA. La déclaration dite de Ouagadougou devrait permettre aux États de décupler leurs efforts pour répondre efficacement aux défis de la professionnalisation de la formation dans les universités. Mais d'ores et déjà, l'UEMOA et la BAD appellent les enseignants et les chercheurs à s'ouvrir davantage aux innovations et à adapter les enseignements aux exigences d'une société de compétition permanente. Et pour parler de cette rencontre, donc, et des ambitions pour l'enseignement supérieur et la recherche au sein de l'UEMOA, nous recevons le professeur Alassane Yenkoé. Il est le président de la commission régionale sur l'enseignement supérieur et la recherche dans l'espace UEMOA. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. Professeur, on a vu donc cette rencontre des ministres sur l'enseignement supérieur et la recherche dans l'espace UEMOA. Auparavant, les experts ont eu à se pencher sur l'avenir donc de ce secteur-là. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'avant-projet en question? Alors, merci madame. Les experts, effectivement, se sont penchés dans un esprit de concertation régionale pour trouver une cohérence dans le cadre de l'union, parce que, comme on dit, l'union fait la force. L'UEMOA nous offre un cadre de partage d'expérience, de mise en commun de l'expérience et également de validation et de propositions d'action communes à mener pour atteindre les objectifs que nous avons dans le cadre du développement de l'enseignement supérieur dans nos régions, dans notre région de l'UEMOA. Alors, un diagnostic a été fait au niveau de l'ensemble des pays sur la question de l'équité, de l'accès, les questions relatives à la pertinence, à la qualité de l'enseignement supérieur, au financement, à la recherche scientifique, à l'innovation et à la gouvernance. Alors, un certain nombre, disons, de recommandations fortes ont été faites, notamment à l'attention des autorités, à l'attention également des partenaires techniques et financiers et également aux organisations internationales pour appuyer l'enseignement supérieur dans notre sous-région. Alors, il y a bien sûr des préoccupations d'abord urgentes, notamment la question de la satisfaction de la demande sociale en enseignement supérieur. Les ministres nous ont fait part de cette préoccupation urgente et d'ores et déjà un certain nombre de recommandations à l'endroit de l'UEMOA pour continuer le programme d'informatisation
de nos universités et le développement de l'enseignement à distance pour répondre justement à cette demande, parce que cette demande, en principe, induit également des besoins en infrastructure, ce qui prend du temps pour satisfaire cela. Mais aujourd'hui, en profitant de l'opportunité que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut mettre à la disposition d'une grande masse d'étudiants des cours en ligne qui soient gratuits et qui soient des cours de qualité. Alors, monsieur, professeur, on parle bien sûr de relance donc de cet enseignement supérieur dans l'espace UEMOA. Et au-delà de cette préoccupation que vous avez mentionnée tout de suite, quelle est la situation générale? Qu'est-ce qu'il faut corriger justement dans nos universités et dans nos structures de recherche? En fait, vous savez, ce système-là, c'est un système forcément qui a des besoins permanents. Et l'UEMOA nous donne l'opportunité périodiquement de nous rencontrer, de faire le point, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment aller de l'avant. Alors, dans ce cas précis, nous avons diagnostiqué, comme je dis, un besoin de répondre à la demande sociale, en infrastructure, mais également en enseignant, mais en enseignant de qualité. Et pour cela, nous avons demandé à l'UEMOA de continuer son appui aux formations doctorales qui sont, de notre point de vue, une manière de répondre justement au manque d'enseignants, parce que nous formerons dans ces écoles doctorales des professeurs qui seront en mesure de pouvoir donner des cours et de pouvoir corriger le manque ou les pénuries en enseignants que nous avons dans nos universités. Et également, comme je disais tout à l'heure, les cours à distance doivent pouvoir permettre de compenser également ces manques d'enseignants et qui n'ont pas besoin d'étudiants présentiels, n'est-ce pas, dans les amphithéâtres pour pouvoir suivre les cours. Il y a un problème, il y a une question de coût aussi. Est-ce que ça également, ça ne réduit pas la qualité de l'enseignement supérieur dans l'espace UEMOA, le coût de la formation supérieure? Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les cours à distance, l'enseignement à distance, justement permettent d'améliorer la qualité. Lorsqu'un étudiant a un cours qui est enregistré, il a la possibilité d'enregistrer son cours. Parce que parallèlement, si vous voulez, à la bande passante, à la connectivité, on a demandé à l'UEMOA également d'aider les universités, et certains pays ont commencé à le faire, à doter les étudiants à des tarifs préférentiels. Et également, le Conseil des ministres, ce matin, lors de la rencontre avec les ministres, un engagement fort a été pris de supprimer les taxes douanières pour pouvoir, sur le matériel informatique dans les différents États, pour pouvoir permettre aux enseignants, aux étudiants d'avoir ce matériel informatique à faible coût. Donc, une fois que ce matériel informatique est à la disposition des enseignants, à la disposition des étudiants, ces derniers peuvent les reproduire à tout moment et les retravailler. C'est un élément puissant pour justement améliorer la qualité de la formation. Alors, professeur, comment se traduit cet esprit d'intégration-là dans le domaine de l'enseignement supérieur, au-delà de ce que fait le CAMES déjà? Qu'est-ce que l'UEMOA peut apporter? Alors, l'UEMOA, vous savez, déjà, l'UEMOA est en train d'appuyer des écoles doctorales dans tous les domaines, et plus précisément des écoles doctorales dans des disciplines à caractère régional. Le pays qui a un avantage comparatif met en place une formation doctorale pour accueillir d'autres étudiants. Par exemple, ici, le laboratoire de Biogène au Burkina reçoit 14 étudiants de la sous-région pour pouvoir faire leur doctorat en biologie moléculaire et également sur les questions de l'environnement. Donc, l'UEMOA appuie ces formations doctorales. Elle donne des bourses, elle appuie les laboratoires. Et également les centres régionaux d'excellence, qui sont des centres qui reçoivent les étudiants de la sous-région avec un enseignement de qualité qui est labellisé, également permettent d'agir sur la qualité et en même temps de partager
de mutualiser les ressources qui sont existantes avec l'ensemble des pays. Professeur, on a également le projet d'appui à l'enseignement supérieur qui est mis en œuvre en appui avec la BAD. Quelles sont les leçons à tirer de ce projet important, justement? Alors, les leçons qu'il faut tirer de ce projet, c'est que d'abord, il faut consolider. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites, notamment sur la question du LMD. Vous savez, cette réforme licence, master, doctorat, qui n'est pas toujours très comprise par les étudiants, a besoin, et les étudiants l'ont réclamé lors de cette concertation régionale, ont réclamé que la sensibilisation continue, à la fois des étudiants, à la fois des enseignants. Et ça, c'est un acquis qu'il faut consolider, peut-être dans la phase 2 de ce projet qui va se terminer au mois de décembre. Il y a également la formation des enseignants. Il est prévu la formation de 200 enseignants sur cette réforme académique qui est le LMD et qui doit aider les États à lutter contre le problème du chômage des jeunes. Donc ça aussi, c'est un acquis de ce projet qu'il va falloir, n'est-ce pas, continuer. Il y a les écoles doctorales qu'il faut également continuer puisqu'il a été identifié pour chaque pays 22 filières de formation porteuses qui doivent être financées par justement ce programme de l'UMOA. Le programme de la première phase d'appui, le programme d'appui à l'enseignement supérieur, première phase, n'a pas pu les financer. Nous avons demandé au cours de cette concertation de reconduire encore, n'est-ce pas, ces projets de 22 filières par pays qui sont des filières porteuses pour le développement. Alors, professeur, la concertation régionale de Ouagadougou va produire une déclaration dite de Ouagadougou, oui. Et puis elle va produire également une feuille de route pour accompagner les actions régionales. Dites-nous maintenant quelles sont les attentes, quelles sont les suites, quelle est la suite maintenant de la rencontre de Ouagadougou? Alors, la suite de la rencontre de Ouagadougou, notre vœu au niveau de la concertation nationale, c'est qu'il y ait, au niveau de l'UMOA, en concertation avec les pays, une phase 2. Et cette phase 2 doit prendre en compte un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées, notamment le développement, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir répondre à la massification, le développement également des écoles doctorales, leur renforcement pour pouvoir faire face à la question donc, de l'enseignement, mais du développement de la recherche scientifique et technologique, le développement des programmes de formation en lien avec le secteur productif, avec le monde de l'emploi et du travail, et puis également un certain nombre d'actions qui portent sur l'avenir, notamment aider les gouvernements à réfléchir sur le nouveau modèle social de l'enseignement supérieur, parce que c'est un secteur qui a énormément de problèmes, qui joue un rôle social. Ce rôle social, on ne voit pas tellement l'équilibre entre la fonction première de l'université qui est d'enseigner, de former, et les œuvres sociales qui sont données, qui consomment pas mal de moyens. Quel équilibre trouver, quels moyens trouver pour financer les étudiants sur le plan de vue social tout en préservant les missions essentielles de l'université. Là, ce sont des questions importantes qui doivent faire l'objet de réflexions plus tard pour que nous puissions pérenniser de manière durable, en tout cas, le bon fonctionnement de nos institutions universitaires. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau pour nous apporter tous ces éclaircissements sur la concertation régionale qui se tient à Ouagadougou, sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les pays de l'UMOA. Merci à vous. Merci. Et vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Le système éducatif burkinabé a bien évolué depuis 2006, date du dernier rapport sur l'état du système
système éducatif national. Le contexte actuel marqué par le continuum éducatif exige des données plus actualisées, d'où le lancement d'un processus d'élaboration d'un nouveau rapport pour un diagnostic plus réel du secteur. L'exercice répond également à l'ambition du département qui est d'aboutir à une éducation de base de qualité au Burkina Faso. Inewalkoy Janine Kambiri. Le Burkina Faso a réalisé un taux de succès de 95% au CEP pour la session 2014, alors que ce taux oscillait entre 50 et 75% les années précédentes. Ce résultat est le fruit des orientations données à l'éducation nationale à l'issue d'une étude diagnostique effectuée en 2006. 8 années après, la même étude est reconduite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans un contexte marqué par le continuum d'éducation de base formelle. Nous avons mis en œuvre le PEDEB. Nous avons démarré bien sûr ce nouveau mécanisme qui est le PDCEB, c'est-à-dire la planification décennale à venir. Et c'est important qu'à un moment donné, nous puissions aussi réactualiser les informations, les données statistiques, pour nous assurer que quelque part, les orientations stratégiques que nous avons prises, elles sont tout à fait pertinentes et valables. Les acteurs du système éducatif bénéficient de l'accompagnement de l'UNICEF, de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Une expérience similaire menée à Dakar au Sénégal leur est aussi donnée en partage. Vous savez que le Burkina Faso s'est inscrit tout récemment dans le processus, dans la réforme du continuum d'éducation de base. Donc l'idée, c'est vraiment d'interroger quels sont les dispositifs en place et comment le système peut répondre de manière adéquate donc, à cette réforme du système éducatif et pouvoir offrir à tous les enfants burkinabés une éducation de base, de qualité, qui leur permet une insertion socio-professionnelle réussie. Il est attendu de ces acteurs du système éducatif l'élaboration d'un document consensuel pouvant servir à orienter le choix en matière de politique éducative au Burkina Faso. Et pour les enfants exclus du système éducatif pour diverses raisons et qui se retrouvent dans la vie active trop jeunes et souvent bien malgré eux, un autre combat se mène pour leur avenir, celui de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Les acteurs de la lutte ont lancé la croisade 2014 contre le fléau, la rencontre de travail qui a servi de coup d'envoi des activités avec Draman Guéné et Moumouni Soubega. Même si les données chiffrées sur les pires formes de travail des enfants ne sont pas encore à jour, il existe des cas au Burkina Faso. C'est tout l'intérêt de la tenue de cette session de 2014 du Comité national de lutte contre les maltraitances des enfants de moins de 18 ans. Les données que nous avons datent de 2006 et nous savons que la situation a évolué depuis lors. Et c'est un peu aussi dans ce cadre que nous tenons cette session aujourd'hui là. Qui est consacré à la validation des outils de suivi en matière de lutte contre le travail des enfants. Le comité, avant de valider le plan d'action national qui réprime les fléaux, donne une définition claire des pires formes de travail des enfants. Nous avons 4 types de pires formes de travail des enfants. Nous avons l'esclavage, ou bien l'utilisation des enfants dans la pornographie ou à des fins de prostitution. Nous avons aussi l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Et aussi une 4e branche qui est les travaux dangereux. Voilà qui est bien défini et plusieurs modes opératoires sont envisagés afin de venir à bout du problème. Au niveau de chaque département ministériel, nous avons, là en parlant de celui en charge du travail, nous avons la sensibilisation, mais aussi le contrôle des lieux de travail où sont employés les enfants. Et lorsque les inspecteurs du travail constatent que nous avons des enfants en situation de travail, des mises en demeure sont faites aux employeurs de pouvoir libérer, j'allais dire, les enfants en situation de travail. Au sortir de cette session, le document de suivi sera amendé et adopté. Et pour y parvenir, le ministre Vincent Zakané exhorte les participants à engager des débats francs et constructifs.
Le département de l'économie numérique et des postes ambitionne élargir davantage le champ d'action de ses activités postales pour une intégration économique et sociale durable. Les cadres du département réfléchissent à Zignaré sur la contribution de la poste à l'inclusion financière des populations à la base. Théophile Zongo. Cette rencontre sectorielle de Zignaré, qui intervient pendant que la Semaine mondiale de la poste bat son plein, est placée sous le thème « La contribution de la poste à l'inclusion financière des populations ». Et cela vient galvaniser la nationale des postes. Le département du développement de l'économie numérique et des postes entend par cette action proposer de meilleures perspectives pour un développement du secteur postal, mais aussi sensibiliser la population sur le rôle de la poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. Au bout d'un certain nombre de travaux en atelier, de travaux de consultants, nous avons fini par proposer un document qui nous permettra de faire plutôt qu'une banque postale des services financiers décentralisés et en faveur des couches sociales les plus démunies de notre pays. Ce sont eux les premiers épargnants et il se trouve que nous pensons qu'ils devraient aussi bénéficier de prêts pour pouvoir monter leurs affaires. La nouvelle mondialisation, à savoir les technologies de l'information et de la communication, TIC, a aussi fait l'objet d'une réflexion afin de permettre à la nationale des postes d'être au diapason de l'évolution technologique pour ainsi faciliter la contribution des services financiers postaux. Depuis une dizaine d'années, nous avons développé des prestations allant dans le sens des TIC. Nous avons mis les TIC au cœur de notre activité. Du coup, ce n'est plus aujourd'hui une crainte pour nous, mais c'est un élément sur lequel nous devons nous asseoir pour développer des prestations nouvelles et améliorer les prestations existantes dans le sens de la qualité de service. Ces travaux de Zignaré poseront donc les balises d'une modernisation et d'une diversification des produits et des services du secteur postal en vue de faire de la Sonapost un outil de transformation de la vie des Burkinabés. Un partenariat gouvernement-société civile pour gagner le combat de la lutte contre la corruption. Le réseau national de lutte anti-corruption est convaincu que cela peut porter du fruit. Le RENLAC met la justice à contribution dans cette optique et cela à travers une formation sur les instruments juridiques nationaux et internationaux de la lutte contre la corruption. Karim Patrick Namouano. La corruption, phénomène à la peau dure, mue au gré des circonstances, gangrenant au passage les activités humaines. La société civile, porte-étendard de la lutte, appelle à contribution les acteurs de la justice. Au-delà effectivement de la question des textes, il y a aussi le fait que, en termes, j'allais dire, de capacité, les gens n'ont pas suffisamment de capacité. Donc il faut renforcer ces capacités. Cette formation porte sur les dispositifs législatifs proposés par le RENLAC et le réseau Burkindi en matière de lutte anticorruption. Les instruments juridiques internationaux et la poursuite des infractions de corruption seront également abordés. À terme, une synergie d'action entre la société civile et la justice est envisagée. Lorsque la société civile indexe un problème, que le gouvernement puisse accepter d'être regardant sur ce qui a été indiqué et qu'ensemble on converge nos efforts, ensemble on conjugue nos efforts et pour mettre en mutualité toute notre énergie dans la lutte contre les phénomènes dénoncés par la société civile. Au-delà de cette formation, des actions de plaidoyer pour l'insertion du thème de la lutte contre la corruption dans le programme de formation des élèves magistrats et d'officiers de police seront entreprises pour réduire comme une peau de chagrin la corruption à défaut de l'annihiler. Le secteur de l'artisanat s'organise pour mieux relever le défi de la professionnalisation, étape importante de cette démarche. Un registre des artisans qui constitue une base de données fiable et à même de permettre d'assainir le domaine. La carte professionnelle donne également droit à bien davantage. Présentation du registre avec Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Avec cette carte professionnelle remise au président de la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les artisans burkinabés.
Un registre des métiers de l'artisanat vient de voir le jour avec en ligne de mire une reconnaissance légale de la qualité artisanale et de l'exercice de l'activité. Ce jour est un jour mémorable. Je crois qu'il faut le voir ici parce qu'il permet, avec la perspective d'identification et d'inscription sur le registre des métiers, de lever un voile sur le secteur et sur les artisans. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour, pour tous ceux qui vont s'immatriculer, l'artisan aura maintenant une identité, exactement comme le commerçant en a. Le registre des métiers de l'artisanat constitue une base de données fiable et une cartographie représentative de tous les artisans du Burkina. Nous avons sur la carte professionnelle un certain nombre d'informations essentielles, mais si nous allons sur la base de données, ces informations sont beaucoup plus poussées parce que ça nous permet même de pouvoir regrouper les artisans par corps de métier pour pouvoir savoir quel est le nombre par région, de connaître la force de tel ou tel métier dans telle région et de pouvoir développer justement des politiques pour les accompagner dans le cadre des activités. S'y inscrire ouvre donc une porte pour une bonne organisation de son espace de travail. On les a souvent assimilés à des groupes qui ne reflètent pas leur corps de métier. On peut penser qu'un artisan c'est un acteur de savoir informel, alors qu'il a un métier, il a une profession. Et derrière cela aussi, il y a un certain nombre de services qui seront offerts aux artisans. J'entends toucher les banques, j'entends toucher la caisse nationale de sécurité sociale, j'entends toucher les services téléphoniques pour permettre aux artisans d'avoir ces services à des coûts réduits, ou bien des logements sociaux. Les artisans satisfaits de cette initiative attendent du gouvernement burkinabé la dotation d'un siège pour plus d'indépendance et de visibilité de leur métier. Le Sahel dispose à son tour d'un centre régional de formation professionnelle de l'Agence nationale de formation professionnelle et de l'emploi plus moderne et mieux équipé. Le programme de renforcement de la formation professionnelle conduit par le gouvernement avec l'appui de la coopération taïwanaise a entamé la réhabilitation et l'extension de ces structures. Le centre de l'ANPE à Dori a été inauguré le 14 octobre dernier en présence de Bernard Diasso. Cette coupure de ruban a marqué l'inauguration du Centre régional de formation professionnelle du Sahel. C'est un centre réhabilité, rénové et entièrement équipé avec une capacité d'accueil de près de 400 apprenants dans des filières comme la mécanique automobile et cyclomoteur, l'électricité, bâtiment et la coupe-couture, la menuiserie bois et la maçonnerie, la soudure et l'électromécanique. Les travaux ont concerné 6 hangars de travail, un bâtiment à 3 classes, 3 ateliers de menuiserie, de soudure et d'électricité, un bloc de WC de 6 postes et une salle de conférence ainsi que des dortoirs pour les apprenants. Cette réhabilitation va accroître l'offre de formation et contribuera à lutter contre le chômage des jeunes. Nous avons donc les infrastructures nécessaires pour former vraiment nos jeunes et qui seront vraiment très compétents. Et vous savez que le gouvernement, à commencer par son premier responsable, le président, bat sa politique sur le capital humain. Voilà, tout est centré sur le capital humain. C'est la première ressource. Si vous maîtrisez cette première ressource, vous avez toutes les autres ressources. Donc vraiment, je me réjouis, je suis très heureux d'avoir constaté qu'à Dori, on a vraiment le matériel de dernier cri pour des formations de très grande qualité. Au cours de la cérémonie, il a été procédé à l'installation du nouveau directeur régional de l'ANPE Sahel. Des kits de base ont été aussi remis aux 5 meilleurs apprenants du centre, une façon pour l'ANPE d'accompagner ces formés vers l'auto-emploi. Tous nos centres qui ont été équipés et réhabilités ont un minimum de 600 millions de rénovation, équipement, investissement. À l'ANPE, les conditions sont simples. Nous formons aussi bien les jeunes qui ont une qualification, qui ont le CEP, comme les jeunes déscolarisés ou ceux qui ne sont pas du tout allés à l'école. Nous avons donc la compétence pour pouvoir les prendre et pouvoir doucement leur faire un peu de culture générale. L'essentiel pour nous étant qu'au sortir, ils puissent vraiment pouvoir apprendre la pratique d'un métier. Déjà, pour cette rentrée scolaire 2014-2015, 2 nouvelles filières sont ouvertes. Le dessin bâtiment, l'informatique bureautique et la mécanique agricole.
Les acteurs du monde agricole devraient pouvoir travailler durant toute l'année sans interruption. La Confédération paysanne veut rendre cela possible. Le nouveau plan stratégique devrait permettre cette nouvelle vision d'être une réalité d'ici à 2019. Le plan a été dévoilé à Bobo Dioulasso et c'est Karim Sissé qui nous le présente. Au Burkina Faso, l'agriculture est la principale activité des populations. Et selon une étude de la stratégie de développement rural, l'agriculture occupe 86% de la population burkinabé. Cependant, force est de reconnaître que le secteur agricole évolue dans un contexte marqué par de fortes contraintes. Et la Confédération paysanne du Faso, qui s'est fixée pour mission de défendre les intérêts des acteurs du monde rural, a mis en place un nouveau plan stratégique. Le cheval de bataille de la CPF est la modernisation des exploitations familiales et la reconnaissance du métier des paysans. C'est-à-dire qu'il faut travailler de telle sorte que ces petits producteurs-là aujourd'hui ne continuent pas à travailler seulement que 4 mois sur 12 et manger 12 mois sur 12 parce que la majeure partie de nos exploitations familiales aujourd'hui, elles sont tributaires de la pluie. Ce nouveau plan stratégique de la Confédération paysanne du Faso sera mis en œuvre à partir de 2015 et ce jusqu'en 2019. Et sa présentation permettra aux participants d'avoir une meilleure compréhension sur ce plan. Toute chose qui faciliterait le travail sur le terrain. Les archivistes de la RTB sont mieux outillés pour l'archivage numérique et la mise en réseau des données, et cela grâce au CIRTEF. Le Conseil international des radios et télévisions d'expression française a organisé une formation au profit de ces agents. Ils ont acquis de nouvelles compétences qui devraient leur permettre d'améliorer leurs prestations de services. C'est Sylvestre Dan. 5 jours de formation assurés par le Conseil international des radios et télévisions d'expression française, CIRTEF, ont permis à ces archivistes de la radiodiffusion-télévision du Burkina, au nombre de 10, de renforcer leurs capacités dans l'utilisation de la nouvelle version du logiciel d'archivage numérique et de mise en réseau de données dénommé EME, archivage interactif multimédia et évolutif. Ce logiciel est un logiciel qui prend en compte la numérisation des archives et puis l'indexation, l'étiquetage. Donc c'est un système qui permet de retrouver facilement les éléments donc, en sujet ou en séquence qui ont été archivés. Pour les participants, cette formation dont ils viennent de bénéficier va leur permettre de faire face aux défis de la numérisation des archives de la RTB. La nationale de l'image et du son disposerait de plus de 150 000 heures d'archives télé et radio sur des bandes stockées dans des conditions pas toujours adéquates. Cette nouvelle version facilite la recherche essentiellement et l'envoi sur le site. Voilà, donc ça va permettre à nos journalistes reporters de pouvoir aisément habiller leurs éléments. Je souhaiterais que nos supérieurs pensent à s'atteler à numériser les archives parce que ce sont des supports bandes. Alors que les supports bandes, il y a des bandes qui ont 50 ans, 60 ans. Et si on ne s'attelle pas, on perdra beaucoup de sons, on perdra beaucoup d'éléments qui sont très importants. En plus de la RTB, les chaînes publiques de radio et de télévision de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, du Niger et du Sénégal bénéficient également du logiciel EME. 6 pays retenus par le CIRTEF en Afrique francophone pour tester le logiciel en attendant sa vulgarisation. Après la victoire à l'aller par 2-0, les Panthères du Gabon ont tenu en échec les étalons hier au stade du 4 août sur le score d'1-partout. La double confrontation Burkina-Gabon en éliminatoire de la CAN 2015 a finalement tourné à l'avantage des Panthères qui occupent désormais le rang de leader du groupe C devant les étalons du Burkina. Et pour la suite, il apparaît impératif pour le 11 burkinabé de changer de fusil d'épaule, suivant le commentaire de Victorien Marie-Yen. On savait cette double confrontation entre les étalons du Burkina et les Panthères du Gabon pleine d'embûches et de gros pièges pour les deux protagonistes. Mais après coup, ce sont les Gabonais qui s'en tirent à bon compte.
72 heures après leur coup de tonnerre à domicile 2-0, les Panthères du Gabon ont contraint leur homologue burkinabé au partage de points au sortir de leur deuxième face-à-face. Et pourtant, tout avait été mis en œuvre pour laver ce que nous avions qualifié de l'affront de Libreville. Les étalons en possession de toutes leurs forces ont entamé certes la partie tambour battant, mais comme il est maintenant de coutume chez les nôtres, le manque de réalisme devant le but adverse est omniprésent. Et que de labeur pour ouvrir le score par Jonathan Pitrapa. En deuxième période, alternant toujours le bon et le moins bon, Charles Caboret et ses coéquipiers sont rejoints au score dans la stupéfaire générale. Un but assassin de Malik Evouna, score final, un but partout. Bref, de Libreville à Ouagadougou, le 11 national burkinabé est dans l'impasse. Que d'occasions gâchées, dire que de pétards mouillés sortis de l'imagination des mêmes attaquants. Face à cette plaie bien béate, Paul Put, le sélectionneur national, reste de marbre. C'est vrai, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut la renforcer après un état des lieux et surtout un bilan de performance dénué de tout favoritisme. Hier, face aux Panthères du Gabon, Paul Put, en optant pour la carte de Florent Romba, au détriment de celle d'éléments compétitifs tels Razak, Yedan ou Dayo, est passé à côté de la plaque. Comme pour dire que chez les étalons, la concurrence sportive est sous contrôle. Il n'y a pas obligation de réussite pour certains et de résultats pour d'autres. Sans jeter l'anathème sur qui que ce soit, le disque qui nous est proposé à chaque match par le staff technique est maintenant rayé. C'est pourquoi il est grand temps que la gestion technique du 11 national se débarrasse de tout flou artistique et que le mérite soit le seul dénominateur commun. Au demeurant, on dit souvent que trop de liberté tue la liberté et déshabiller Pierre pour habiller Paul favorise la saine émulation des acteurs et ne doit souffrir d'aucun état d'âme. Dans tous les cas, les étalons au regard des derniers résultats enregistrés sont dans la course pour la phase finale de la CAN 2015. Mais les deux derniers matchs sont tout aussi sensibles et déterminants pour tous. Le football, ça ne ment pas comme dirait l'autre. Dorénavant, Paul Put doit être conséquent dans ses choix et envers lui-même. Voilà, et c'est sur ces mots passionnants de Victorien Marienne que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.